Et on accueille Dominique Savary, qui vient d'Angers et qui va nous parler de la ventilation. Bonjour, je remercie les organisateurs de m'avoir permis de parler du sujet qui m'est cher. Probablement moins d'évidence-based medicine sur cette partie des présentations par rapport à ce qu'a présenté mes deux collègues précédents. J'ai la chance de faire partie du groupe Caviar, qui est un groupe international qui travaille sur l'arrêt cardiaque et la ventilation autour de Laurent Brochard à Toronto. Et vous allez voir un certain nombre d'études assez récentes sur le sujet. Je vous redonne mes conflits d'intérêts en particulier. Je déclare un conflit d'intérêts avec la société LMS Air Liquide, puisqu'on a proposé un mode ventilatoire spécifique de la prise en charge de l'arrêt cardiaque qui est sur un moniteur qui s'appelle le Modal T60, qui est très utilisé en préhospitalier. Je vais commencer par le Basic Life Support. Pourquoi ça? Parce que vous avez vu l'évolution des recommandations internationales qui ont évolué dans le temps, avec probablement quand on était tous jeunes, il fallait masser à 5 compressions pour une ventilation, puis petit à petit les choses ont évolué, en particulier en 2005, on a augmenté la partie circulatoire, parce qu'on s'est aperçu que les compressions thoraciques étaient vraiment essentielles pour la survie des patients. En 2010, on a tellement insisté, on a dit effectivement le circulatoire ça doit arriver en premier, et l'ABC a été changé en CAB, en particulier après des études qui montrent que quand un témoin arrive devant un patient en arrêt cardiaque, il vaut mieux qu'il fasse des massages et une compression en continu plutôt que d'essayer de faire du bouche à bouche et du massage cardiaque. Là, bien sûr, on parle des spectateurs qui découvrent l'arrêt cardiaque. Donc au niveau Basic Life Support, finalement, on a l'impression que la ventilation a peu d'intérêt. Alors pas tout à fait, parce que vous vous doutez bien qu'au bout d'un certain temps, ce patient qui est en arrêt cardiaque, même si on le masse correctement, même s'il restait un peu d'oxygène qu'on fait circuler, bien, au bout d'un moment, il va falloir quand même lui apporter de l'oxygène, et c'est le rôle des secouristes spécialisés qui arrivent, et puis bien sûr, dans notre pays, des SMUR qui vont intervenir. Et probablement que le cut-off qui va un petit peu changer les choses, il y a plusieurs études qui le montrent, c'est entre 6 et 8 minutes, et qu'il y aurait en tous les cas un intérêt à avoir une gestion avancée de l'airway au bout de 8 minutes. Je pense personnellement que la question n'est pas est-ce qu'il faut intuber le patient ou pas intuber le patient. Vous avez probablement vu les dernières recommandations qui disent finalement c'est équipoise, c'est-à-dire c'est en fonction de ce que vous faites habituellement et ce dont vous avez l'habitude de faire qu'il faut gérer les patients. Alors outre-Atlantique, ils ne vont pas intuber les patients, ils vont soit utiliser un bas-vu manuel, soit ils vont utiliser d'autres dispositifs. Et puis nous ici, plutôt en Europe, on utilise l'intubation orotrachéale pour l'abord des voies aériennes, et probablement qu'il faut faire ce qu'on a l'habitude de faire. Et pourquoi je vous ai mis cette présentation, qui est une étude sur mannequins de l'équipe de Besançon, c'est que, en fait, pour moi, je pense que le plus important, ça va être de correctement ventiler les patients et d'éviter ces hypoventilations, voire ces hyperventilations qui sont relativement fréquentes, on va le voir. Alors quand on fait de l'Advanced Life Support, voilà les dernières recommandations, 2020-2021, vous voyez qu'on a quelques recommandations sur le volume courant qu'il faudrait donner aux patients, la possibilité de ventiler les patients soit au ballon, soit en ventilation mécanique. Et j'espère vous convaincre que la ventilation au ballon est très compliquée et qu'il ne faut pas l'appliquer. Enfin, en tous les cas, c'est un avis partagé par mon groupe d'experts. Il faut bien sûr, au moment de la RCP, faire des FiO2 les plus élevés possibles, c'est-à-dire 100% de FiO2 quand vous prenez en charge votre patient, et un volume courant qui serait autour de 6 à 8 000 kg, mais on va en reparler. La vraie vie, c'est quoi? En termes de ventilation au cours de la RCP, eh bien, c'est des études anciennes, mais qui montrent quand même que quand vous avez un ballon dans les mains, quand vous êtes secouriste, vous avez tendance à beaucoup l'utiliser et à favoriser l'hyperventilation de vos patients, avec l'effet délétère sur la circulation. On a eu des ébauches par Guillaume de ce que ça pouvait donner, mais vraiment ça peut être délétère cette hyperventilation, et c'est très compliqué de la gérer avec un ballon que vous avez en main. Je vous ai d'ailleurs donné un exemple assez récent dont on a entendu parler, qui est ces patients qui
qui font en fait une tamponnade gazeuse parce qu'on les a trop ventilés et on déclare le décès du patient et quelques minutes plus tard, le cœur se met à rebattre parce que la pression gazeuse a diminué. Alors même si le pronostic est toujours très sombre et les patients décèdent, c'est des situations qui sont fréquentes parce que l'hyperventilation elle est favorisée par la ventilation au ballon. D'ailleurs, dans une étude qu'on a fait assez récemment, où on interrogeait au niveau international plus de 1500 praticiens sur comment ils ventilaient les patients, on s'aperçoit que les pratiques sont étonnantes, en particulier pour les médecins, parce que c'était des médecins qu'on interrogeait. Encore beaucoup continuent à gérer la réanimation de l'arrêt cardiaque avec un ballon au cours. Et puis vous voyez que certains s'interrompent pour pouvoir intuber le patient, alors que beaucoup d'équipes maintenant arrivent à intuber per massage, et c'est ce qu'il faut faire. Et puis, malgré qu'ils aient intubé le patient, ils continuent à s'arrêter, à faire de l'alternance, alors que bien sûr, vous le savez, il faut faire de la compression continue dès que les voies aériennes sont protégées. Alors, quand on ne fait pas de massage cardiaque, il y a un petit VT qui est là et qui permet un petit peu, de la circulation, et c'est ce volume courant qui est généré par les compressions thoraciques, mais qui est quand même relativement limite. Ça fait depuis les années 60 qu'on connaît ça, avec Peter Safar qui a fait les premières études là-dessus. Donc la recommandation, je vous ai donné, c'est 6 à 8 millilitres/kg. Mais en fait, dans des études que notre groupe a fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a de grandes variations d'un patient à l'autre sur sa mécanique respiratoire, sur ses résistances, sa compliance. Finalement, quand on étudie tout ça, c'est très variable d'un patient à l'autre, et on va rentrer dans le détail dans un petit moment. Et puis, il y a des études, alors là, animales, qui montreraient qu'il y a un effet bénéfique à faire vraiment des petits volumes courants, d'être hyper protecteur. Et puis aussi des études qui montrent que lorsqu'on en fait des grands volumes pour ces patients, eh bien, il y a moins de reprise d'activité circulatoire. Alors, est-ce qu'il faudrait personnaliser le volume courant? On va revenir là-dessus. Quelque chose qui est très débattu, c'est de mettre une pression expiratoire positive au patient. Pourquoi? Parce que, on le sait, on l'a abordé tout à l'heure, de mettre de la PEP, ça diminue le retour veineux et c'est pas forcément bénéfique pour le patient. Par contre, malgré tout quand même, il y a un certain nombre de patients pour lesquels on s'aperçoit que il n'y a plus de transmission de la pression airway si on ne met pas une petite pipe à ces patients. Et je vais vous montrer lesquels. Et donc, il y aurait probablement un effet seuil pour réouvrir les petites voies aériennes de ces patients. Vous doutez bien que quand vous comprimez un thorax, vous allez vraiment appuyer sur ce thorax et effondrer un petit peu ces petites voies aériennes. Et finalement, si vous continuez à masser votre patient, mais qu'il n'y a pas d'airway qui arrive aux alvéoles, vous n'allez pas pouvoir oxygéner vos patients. Et donc, il y aurait peut-être une nécessité à mettre un petit peu de PEP. Vous avez vu que les recommandations nous autorisent jusqu'à un niveau de 5 cm d'eau pour ces patients. Bien sûr, trop de PEP, c'est l'hyperinflation dynamique, les effets hémodynamiques dont on a parlé, et donc il va falloir être très attentif à ça. Voilà un exemple de ce qui peut se passer quand on ventile un patient. Donc vous avez ici le débit en haut, la pression airway ici, la pression intrathoracique qui était définie avec une pression œsophagienne, et puis le CO2, parce que bien sûr, quand on fait de la ventilation, c'est un outil de monitorage qui est très important, avec les limites qu'a décrit Guillaume tout à l'heure. Mais vous voyez ce patient qui avait une PEP à 8 cm d'eau. Dès qu'on va baisser la PEP, on s'aperçoit que arrive une occlusion des petites voies aériennes, et finalement on n'arrive plus à faire circuler l'airway, et donc on a une modification de sa courbe de TCO2, et donc on s'est beaucoup intéressé à ces courbes pour savoir ce qui se passait et s'il y avait vraiment une occlusion de ces petites voies aériennes. Et donc au cours d'un travail qu'on a publié, on a montré que, et on a créé cet Airway Opening Index, c'est-à-dire c'est un index qui permet de calculer à travers la courbe de TCO2, l'air sous la courbe, de savoir s'il y a une occlusion des petites voies aériennes de ces patients. C'est bien une étude clinique, parce qu'on étudie ça sur les tracés qu'on peut obtenir chez les patients. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de patients qui ont une airway qui est assez effondrée, et que c'est assez
ça va dans le même sens en fait que le rythme des patients. Et donc en fait, on s'est aperçu que voilà, la tendance des rythmes choquables, c'est-à-dire ceux qu'on va récupérer, c'est ces patients qui n'ont pas d'opening, enfin d'airway opening index, qui n'ont pas de fermeture de ces petites voies aériennes. Et donc, il est probablement intéressant de s'intéresser à ce sujet. C'est ce que nous avons fait. Et donc, une étude qui va sortir incessamment, qui a été acceptée, sur 200 patients sur lesquels on a étudié ces courbes de TCO2, on montre qu'il y a un certain nombre de patients qui ont cette closure, cette fermeture des voies aériennes, à peu près 35%, pour lequel, si on ne permet pas d'ouvrir les petites voies aériennes avec un peu de PEP, finalement, on ne va pas permettre de circulation de l'airway. Et puis, il y a un certain nombre d'autres patients, qui sont ces patients qu'on a probablement trop ventilés, 22% sur notre étude, et qui présentent en fait une distension thoracique, et pour lesquels, probablement, ça va jouer, ça peut entraîner ces syndromes de Lazare qu'on a vu tout à l'heure, et avec une proportion de patients qui eux, avaient un niveau intermédiaire. Et donc, cette étude était multiple, puisqu'il y a une partie qui était faite sur patients, puis une partie qui était faite sur des cadavres TIL, qui sont des cadavres particuliers, qui sont souples, et sur lesquels on peut étudier l'ensemble des différentes phases, et puis sur du cochon. D'ailleurs, quand on regarde le pronostic des patients sur le TCE2, vous voyez que quand on fait de la ventilation manuelle, c'est-à-dire quand on a tendance à faire peut-être de l'hyperventilation, on récupère moins les patients que quand on cadre les choses avec de la ventilation mécanique. Alors là, je vais quitter la réanimation de l'arrêt cardiaque, je vais poursuivre avec des patients qu'on a récupérés. C'est-à-dire que parfois on récupère les patients, heureusement. Et donc vous voyez que sur le pronostic neurologique des patients qu'on a récupérés, il faut probablement changer notre façon de ventiler les patients. On était en FiO2 100%, peut-être une petite PEP, et là il va falloir modifier les choses, et en particulier il va falloir être très attentif à notre volume courant, et dans cette étude on voit qu'on fait mieux sur le pronostic neurologique des patients lorsqu'on utilise des petits VT. C'est l'équipe de Milan qui a publié ces données, premières données très intéressantes, et qui montrait la survenue chez des patients qui avaient été récupérés d'œdèmes pulmonaires, ce qu'ils ont appelé les crales. Alors vous voyez ici sur un poumon de cochon la survenue de ces œdèmes pulmonaires, qui sont des œdèmes qui sont liés à la mécanique qu'on a mis en place pendant la réanimation. Et donc, on a fait une étude assez récente là, qui vient de sortir ce mois-ci, qui montre que le pronostic est directement lié à cet œdème pulmonaire, et qui est probablement en lien avec l'airway, la closure que je vous ai décrit juste avant. Et donc, lorsqu'on arrive à ne pas avoir d'œdème lésionnel chez les patients qu'on a récupérés, on a un pronostic qui est bien meilleur. Et donc, sur les patients qu'on a récupérés, c'est des données aussi là récentes, on s'aperçoit que 50% de ces patients vont développer un ARDS dans les suites de la prise en charge d'un arrêt cardiaque. ARDS qui survient très précocement, c'est-à-dire que même pendant la phase préhospitalière, on voit apparaître chez un certain nombre de patients des critères positifs d'ARDS. Et donc, il faut probablement être très, très attentif à la façon dont on les ventile, tenir compte que c'est probablement des baby lung syndrome, et qu'il va falloir diminuer le VT, augmenter la fréquence et augmenter peut-être la PIP de ces patients. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, d'être très attentif à ces patients-là, qui sont finalement les patients SDRA que vous connaissez. Et puis, pour finir, parce que ça vous le savez, oui, dès qu'on a récupéré le patient, dès qu'il a fait une RAX, alors qu'on était à 100% des FiO2, il faut probablement diminuer l'oxygénation qu'on lui donne, avec cette belle étude qui est déjà assez ancienne et qui a été confirmée par d'autres études qui montrent que, alors c'est une étude sur registre, mais il y a un volume de patients qui est important, et puis ça a été confirmé par ailleurs, que lorsqu'on a de l'hyperoxie, finalement, on va plus voir mourir nos patients. Et donc, il faut probablement être très attentif, dès qu'on les a récupérés, à réduire la FiO2 de nos patients. Et ma slide de conclusion a sauté, je m'en excuse. Pour conclure, je pense vraiment que, bien sûr, une fois qu'on a fait l'abord des voies aériennes, et donc dans notre pays,
on intube per massage et on va prendre en charge les patients, il faut probablement leur proposer une ventilation mécanique plutôt qu'une ventilation au ballon, parce que c'est compliqué. Et qu'une fois qu'on les a pris en charge, il y a probablement être très attentif à la recherche qui va peut-être nous donner des sources autour de l'ETCO2 pour pouvoir adapter notre ventilation pendant la RCP. Et puis après, être très attentif à la façon dont on va les ventiler lorsqu'on les a récupérés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui se dirigent vers les micros? Non. J'ai commencé à ouvrir les questions. Hier, j'ai animé un débat sur l'intubation séquence rapide, et je ne veux surtout pas induire de messages confondants. Hein. On entend bien pas de ventilation en masque, mais on parle de plus en plus de petites sondes nasales, hein, et la ventilation apnéique en mettant 10 à 15 litres d'oxygène. Est-ce que ça pourrait pas être quelque chose en intra-hospitalier, hein? Je ne parle pas de monter un optiflow. Si on a le temps de monter un optiflow, on a le temps d'intuber le patient. Mais voilà, pour les urgences intra-hospitalières, comme message, est-ce que ça aurait un intérêt d'oxygéner quand même le malade en ventilation apnéique pendant une réanimation cardiopulmonaire? Alors, on a déjà quelques données. Je vous rappelle le travail qu'avait fait Laurent Brochard il y a quelques années, où en fait, il mettait, alors c'était une sonde d'intubation avec un dispositif de Boussignac à l'extrémité du tube, et où il ne faisait que masser en continu le patient, ce qui est plutôt bien, hein, il faut masser en continu. Alors, on n'a pas montré d'amélioration, mais on a quand même montré une meilleure oxygénation de ces patients. Et donc, là aussi, ça allait dans le sens de ce qu'on pense, c'est qu'il faut un petit peu de PEP, il faut ouvrir ces voies aériennes, et donc c'est ce que ça montrait. Alors, probablement un effectif insuffisant pour pouvoir vraiment conclure, mais oui, il y a un vrai intérêt. Il y a des dispositifs dans le marché qui, en particulier pour des pompiers, qui utilisent ce qu'on appelle la Bicard, qui est un masque avec une CPAP dessus, et où ils font voilà, on manque de données pour savoir ce que ça donne en réalité. Mais en tous les cas, il y a un travail qui est à faire autour de ça, lorsqu'on n'a pas encore la bord des voies aériennes, bien sûr. Question d'expert. Juste, Dominique, on avait les données, mais Dominique on les a publiées récemment sur la Bigarde, sur l'animal. Hein, où on a randomisé des animaux avec une ventilation à la Bigarde et une ventilation avec un autre mode qui est le CPV. Alors l'oxygénation, il n'y a aucun problème. Hein. La PaO2, il n'y a aucun souci. Par contre, la capnie, c'est une catastrophe. Sur la capnie, c'est une catastrophe puisqu'on avait une différence significative avec une élévation de la capnie. Alors l'acidémie, je vous en parlais même pas. En fait, on perturbait toute la physiologie avec ces mécanismes-là. Donc on a un signal en tous les cas sur le fondamental qui n'est pas rassurant. Le papier est publié dans Choc cette année en février dernier. Je modère un peu ce que vient de dire Tahar, même s'il a tout à fait raison sur ces données que je partage. C'est qu'en fait, c'est tellement compliqué pour certains secouristes qui n'en font pas souvent de l'arrêt cardiaque que peut-être que la Bicard serait quand même moins délétère que la surventilation qu'ils peuvent faire avec un masque et qui est très compliquée en fait. En tout cas, il y a un débat. Il y a un débat, oui, complètement. Bonjour à tous, Charles-François Rey, je suis du SMUR de Quimper. Vous recommandez une intubation rapide. On connaît les difficultés techniques d'une intubation préhospitalière. Est-ce que vous avez une recommandation concernant la technique, laryngoscopie directe, utilisation du magraphe ou une autre technique? Alors je vais juste reprendre les données assez récentes de l'étude de Patricia Jabre et de Frédéric Adnet, où ils comparaient la ventilation au ballon versus l'intubation trachéale. En France, on arrive à intuber à plus de 95% des cas avec un laryngoscope classique. Enfin, l'arrêt cardiaque est une situation où l'intubation est quand même moins difficile que dans d'autres situations en préhospitalier. Et donc non, pas de magraphe, intubation classique. Et on voit que les chiffres sont bons pour... Donc l'expérience de l'opérateur prime. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Madame? Oui, alors moi du coup j'ai deux questions pour rebondir. Déjà celle-là, c'est la place des dispositifs supraglottiques par rapport à l'intubation. Et puis la deuxième chose, en préhospitalier, on n'a généralement pas de ventilateur. Est-ce que de déconnecter de temps en temps le tube pour essayer de faire baisser cette pression intrathoracique, pour essayer de diminuer l'effet Lazare, est-ce que ça a un sens ou pas? Alors sur les dispositifs supraglottiques, il y a plein de choses qui ont été essayées. Il y a l'AIGEL que vous connaissez, il y a le tube laryngé,
Il y a des grandes études, en particulier anglaises, qui sont sorties, Airway 2, je pense à ça, où finalement les résultats sont un petit peu variables. Mais maintenant, enfin, je pense que quand vous avez une technique que vous savez faire, par exemple pour les paramédics, je pense que vous pouvez l'utiliser parfaitement. Voilà. Et la deuxième question... C'était diminuer, quand on est en préhospitalier, c'était déconnecter de temps en temps l'embu pour justement essayer de faire baisser cette pression intrathoracique pour diminuer le risque d'effet de phénomène de Lazare, puisqu'on n'a pas de ventilateur en général en préhosp. Enfin, pas partout. En tous les cas, quand on n'a pas de ventilateur, effectivement, il faut être très prudent sur les volumes que vous allez mettre avec votre ballon. Si vous avez l'impression qu'il y a une distension gazeuse, il faut certainement débrancher maintenant, le faire de façon systématique. En tous les cas, j'ai rien trouvé dans la littérature qui peut dire qu'il faut le faire. Et est-ce qu'il faut le faire de façon systématique? Enfin, je pense que c'est très dépendant si vous voyez que votre opérateur fait bien ou fait pas bien. Il y a des fois, on arrive en préhospitalier sur un patient qui est en arrêt cardiaque, où on voit la main qui ventile. Il faut probablement déconnecter et attendre un petit peu avant de poursuivre. Ouais. Merci. Bonjour, je suis médecin urgentiste. Quid pour la réanimation pédiatrique, vous proposez intubé ou ventilation ou ballon? Alors exactement de la même façon, je pense que les recos c'est la même chose, hein, c'est équipoise, c'est-à-dire ce que vous savez bien faire. Et donc pour la réanimation pédiatrique, je pense qu'en France, oui, il faut intuber les enfants. Très bien, merci beaucoup pour ce topo.